Bonsoir à tous, bienvenue aux rencontres des savoir-faire. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons inauguré avec Charles-Emmanuel et Mélan Grégoire une nouvelle formule où on se retrouve avec le campus Mode, Métiers d'Art, Design, l'ENSAD et les manufactures nationales à programmer ces rencontres des savoir-faire sur des thématiques d'actualité, des métiers d'art, du design et de tout ce qui concerne le secteur d'activité des arts décoratifs au sens général. Donc voilà, on est très heureux de vous accueillir et je laisse la parole tout de suite à Grégoire Talon qui va nous présenter la soirée et qui va animer la soirée autour de la question des territoires. Merci Grégoire et à toi la parole. Merci beaucoup Marc. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé le froid, l'humidité, la nuit pour nous rejoindre ici ce soir. On va parler ce soir pour les nouvelles perspectives artisanales, on va parler de territoire avec une thématique que j'ai intitulée Objectif terroir et vous verrez qu'elle fait débat parce que personne n'est d'accord avec ce terme apparemment. Mais c'est tant mieux, on est justement là pour en discuter. Il se passe quelque chose de très fort à la croisée des savoir-faire et des territoires, et ça dans un pays comme la France, on le sait, on en est tous témoins. Je parlais des émaux de Longwy, des tapisseries d'Aubusson, de la porcelaine de Sèvres ou de Limoges, de la dentelle de Calais-Caudry, et même au-delà, le verre de Murano, le cristal de Bohême ou les cuirs de Cordoue. Le dialogue entre savoir-faire et territoire est quelque chose de très ancré dans notre culture. Et on est ce soir ici pour en parler en bonne compagnie. Et je suis ravi d'avoir avec mes côtés 4 témoins, 4 professionnels que je vais inviter à aborder ce sujet. Je vais les inviter d'abord à se présenter, mais je voudrais les nommer en premier lieu. Je remercie Olivia Bertrand, ici présent, d'être avec nous ce soir, qui est tisserande, trieuse de laine, directrice générale et cofondatrice de Laine Paysanne. Bonsoir, tout ça, effectivement. Je remercie également Benoît de Combray, qui est ingénieur, sculpteur, fabricant de mobilier et fondateur de l'atelier de Combray. Merci également à Nicolas Verchèvre d'être avec nous. Nicolas, toi tu es designer, mais également directeur pédagogique du Postmaster Design des Mondes Forestiers à l'ENSAD. Et puis Jérôme Louis Tabrouillec, chargé de pôle métiers d'art à Saint-Amand-Montrond et également délégué région Centre, Val-de-Loire, Ville et métiers d'art. Alors merci à tous les 4 d'être là ce soir, mais parler de territoire sans les décrire, sans les comprendre, ce serait un petit peu abrupt. J'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler d'artisanat, qu'on commence tout simplement par essayer d'imaginer où vous travaillez, où vous vivez tous les 4. Et Olivia, je me tourne vers toi en premier lieu. Toi, tu travailles en haut d'un plateau venteux, entouré par les montagnes, avec les Pyrénées à l'horizon. Il y a des moutons parfois qui passent devant les fenêtres de l'atelier. Et tu as 1 heure de Toulouse. Apparemment, le téléphone portable passe pas très bien, mais visiblement, on y vit quand même très bien. Est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien au sein de Laine Paysanne, à quoi ça ressemble autour de chez toi, avant de rentrer dans les savoir-faire? C'est quoi ton paysage, c'est quoi ton territoire et ton terroir? Ok, c'est une grande question. Je suis un petit peu stressée d'être devant vous, parce que prendre la parole, c'est pas mon métier. Ce matin, effectivement, on était encore dans la campagne et dans la boue, notamment parce qu'il pleut aussi chez nous. Donc je vais tenter d'être concise. On s'est installé en mariage avec cette prise de conscience autour de la valorisation de la laine, puisque c'est une fibre qui est plus du tout valorisée sur les territoires alors qu'elle pousse en abondance. Et il se trouve que les Pyrénées, c'est un département donc de montagne qui est très pastoral. Donc l'élevage ovin, donc l'élevage de moutons est encore très présent, puisque ce sont des animaux qui valorisent les territoires de montagne. Donc on est vraiment entre la plaine et les montagnes, on est dans une zone de coteaux, donc effectivement très exposé au vent, sur des terres plutôt pauvres avec des prairies et des forêts, donc c'est des terres que valorisent très bien les brebis. Il se trouve qu'on a installé Laine Paysanne au sein de la ferme de Paul de la Tour, qui est le cofondateur de la coopérative, parce que l'idée c'était de regrouper en fait à la fois l'activité agricole de sa ferme et l'activité textile. L'idée c'est de recréer du lien entre tous les maillons d'une filière qui communiquent plus vraiment. Et en fait, il avait fait l'acquisition d'une parcelle de terre pour installer les brebis avec une friche agricole qui était vraiment laissée à l'abandon. Donc on a rénové une ancienne salle de traite. Donc c'était une ancienne ferme qui élevait des vaches à l'époque.
Donc on a rénové une grande salle de traite de 240 mètres carrés pour y installer l'activité de laine paysanne. Et Paul a aussi planté des pommiers tout autour de façon à diversifier les productions de la ferme. Il est en agriculture biologique, à apporter aussi de la diversité pour les brebis. C'est aussi un apport pour le paysage, évidemment. Donc, on a rénové de façon écologique ce bâtiment avec des crans de vitrées qui donnent sur ces parcelles de pommiers, avec les moutons qui packagent dessous. Donc, voilà, c'est plutôt dans un cadre privilégié. Et en ce moment, les agneaux sont nés au mois d'octobre. Donc, on a encore les petits là autour. Donc, c'est plutôt chouette. Je vous vends du rêve. Hein. Mais parfois, il y a plus Internet. Ça marche plutôt bien. On a déjà tous envie de venir te rendre visite. Mais à l'origine, tu n'es pas d'Ariège, tu es de banlieue parisienne. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller dans ce coin de la France qui n'est pas forcément en ligne droite en partant de la banlieue parisienne? Ouais, j'aurais dû signer une clause de confidentialité. J'ai grandi entre le 91 et le 77, donc c'est plutôt la banlieue. Je ne m'y suis jamais vraiment sentie à ma place. Donc en fait, quand j'ai eu 18 ans, que j'ai voulu faire des études, je suis partie à la campagne. Généralement, on fait l'inverse, je crois. On vient à Paris pour étudier. Là, ça a été pour moi une occasion de partir. Donc je suis partie en Dordogne pour faire un BTS agricole, dans l'animation plutôt, en gestion et protection de la nature. Et là, ça a été vraiment une porte ouverte pour découvrir qu'il y avait autre chose que la vie en ville et qu'il y avait tout un tas de savoir-faire et que c'était très vaste. Ça a été vraiment hyper moteur et ça a éveillé vraiment de la curiosité. Et ça a été vraiment une rencontre, je ne sais pas si c'est le hasard, mais avec le textile et la peinture végétale au départ, qui m'a amenée jusqu'en Ariège, puisque il y a une grande dynamique aussi textile autour de la peinture végétale, du tissage. En fait, c'était toute cette dynamique de réappropriation des savoir-faire qui sont encore très vivants dans les territoires ruraux et notamment en Ariège où il y a quand même beaucoup de créativité et voilà, c'est un territoire plutôt engagé, plutôt militant et du coup qui préserve beaucoup de savoir-faire et les font vivre. Merci Olivia. Benoît, je me tourne vers toi. Toi, tu viens de Grenoble. Oui. Tu as vécu également en Norvège. Oui. Tu as fait un petit tour à Genève, je crois, à Bordeaux également. Et puis maintenant, tu es dans les Vosges. Tu m'as dit, quand on a préparé cet échange, que tu connaissais pas grand-chose finalement des Vosges. Quand tu étais à l'Enstib, les cafés, les copains, mais à part ça, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as pensé des Vosges quand tu as découvert le territoire et qu'est-ce qui fait que tu y es encore et que tu t'y es installé durablement? Alors, il y a eu pas mal de choses. C'est vrai que les Vosges, c'est un territoire qui est assez peu connu quand on ne vient pas de l'Est de la France. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'Est de la France, mais moi qui venais de Grenoble, c'était vraiment quelque chose de froid et sombre, quelque part. En fait, c'est pas du tout ça la réalité des choses. Et j'ai voyagé à droite à gauche. J'ai fait mon école d'ingénieur là-bas, mais en fait, quand on est en école d'ingénieur, on a un tas d'associations avec l'école, on a des groupes de copains, des colocations, et en fait, on a assez peu l'occasion de découvrir le territoire. En tout cas, moi, pour ma part, j'étais bien occupé à faire la fête et pas forcément vraiment à aller vérifier ce qui se passait en dehors. Et après avoir fait quelques détours en tant qu'ingénieur dans la construction, donc à Strasbourg, puis Genève, puis Bordeaux, il y a eu le Covid. Et le Covid, en fait, moi, ça m'a mis un électrochoc. Ça fait longtemps que j'avais envie de retourner à la terre, longtemps que j'avais envie d'avoir mon bout de terre pour planter mes patates. Et en fait, ça a été important pour moi d'aller trouver un endroit. J'avais des amis qui étaient sur place. Il y a tout un écosystème aussi sur place d'entreprises du bois, dont des amis qui avaient déjà monté des entreprises. Donc je savais que j'avais un support sur place. Et est-ce que tu peux nous décrire le paysage autour de ton atelier? C'est pas vraiment une zone industrielle. Alors, non, je suis vraiment dans les champs. C'est pas forcément un paysage qui peut être grandiose au sens de ce qu'on peut l'entendre, mais moi je trouve qu'il a beaucoup de beauté quand on le regarde pour de vrai. Donc on est plutôt dans un territoire vallonné. C'est à la limite entre ce qu'on appelle les Vosges, avec les Hautes-Vosges, et la plaine des Vosges. Donc on est un peu entre les deux, et on est aussi à la frontière avec la zone des Mille Étangs, qui est plutôt en Haute-Saône. Donc vu du ciel, c'est constellé d'étangs, et c'est aussi des taches de forêt qui sont magnifiques. On a eu un automne qui était absolument superbe, avec des couleurs incroyables cette année. Donc voilà, on est dans une zone très rurale,
très peu peuplé et aussi très peu cher. C'est aussi pour ça que je me suis installé là-bas, parce que j'ai pu me permettre d'acheter un bel atelier. Il paraît que tu as apporté des girolles avec une table chez un client récemment. J'en ai dans le sac. Tu les demandes un peu tôt, je pensais que ça allait être une surprise. Oui, effectivement, on a des très belles forêts. D'ailleurs, il y a eu une initiative locale, parce qu'on a des élus locaux qui sont très investis, dont le maire de la commune voisine qui est devenu ministre de la ruralité récemment, là. Et il y a tout cet engouement pour notre forêt qui est utilisé de façon durable et avec des beaux arbres, des beaux fûts depuis longtemps, depuis Colbert, depuis donc la marine nationale avant, et maintenant c'est beaucoup de la tonnellerie qui est autour de chez moi. Donc il y a eu un label de forêt d'exception qui a été décerné à la forêt de Darney-la-Vosges. Donc moi je suis vraiment au cœur de tout ça, quoi. Merci Benoît. Nicolas, transition parfaite, c'est pas fait exprès. Hein. Et les Vosges, ça vous fait un point en commun, le bois aussi. Toi également, tu n'étais pas prédestiné à aller t'installer dans les Vosges. Tu as fait un tour par la Dordogne après avoir étudié à Paris à l'ENSAD. Tu es actuellement installé à Bruxelles en temps partiel, hein, si j'ai bien compris. Un fort attachement à la façade atlantique et puis des origines dans l'Hérault. Qu'est-ce que tu es allé faire à Meisenthal, s'il te plaît? Explique-nous comment on arrive dans ce beau village, plein de richesses certes, mais c'est pas le hasard qui t'a amené là-bas. Non, effectivement, c'est pas le hasard. C'est un workshop lorsque j'étais encore étudiant aux arts décoratifs de Paris en 2015, donc il y a 10 ans, qui m'a amené à Meisenthal, dans ce petit massif des Vosges du Nord, pendant une petite semaine à l'époque. Et aujourd'hui, et d'ailleurs depuis lors, je crois que je n'ai pas vraiment de centre, ou alors mon centre se déplace régulièrement. Et j'ai d'ailleurs développé toute une pratique à la sortie de mon diplôme, une pratique itinérante avec un atelier qui était hébergé au sein d'un véhicule qui me permettait d'aller développer des projets en habitant les territoires depuis lesquels les projets étaient développés avec différents acteurs de la transformation à différentes échelles, artisanales, manufacturières ou industrielles. Et il se trouve que je suis retourné à Meisenthal en 2020 développer un projet de recherche avec le Centre d'Art Verrier, et que depuis 2020, je crois qu'il n'y a peut-être pas un mois qui passe sans que je remette les pieds là-bas, pour des raisons professionnelles et des raisons de relations humaines aussi, avec toutes les rencontres que j'ai pu faire depuis. Et un projet en amène un autre, et à tel point que j'ai depuis 1 an et demi un atelier dans ce petit village de Meisenthal, dans une ancienne menuiserie scierie qui a mis la clé sous la porte il y a 10 ans maintenant. Mon voisin direct d'atelier, lui, réactive les machines en fonte qui sont là depuis une soixantaine d'années, permet de transformer le bois qui est en train de sécher depuis 20 ou 30 ans dans la scierie qui a mis la clé sous la porte, et termine un petit peu le travail qui a été amorcé et redevient un menuisier de village, vraiment au service des habitants pour refaire un portail, une porte, un escalier, une terrasse. Et moi, je suis à côté de ce menuisier avec un studio de design qui est plutôt un atelier bureau, où je suis la moitié de mon temps. Et l'autre moitié de mon temps, je suis à Bruxelles, où je suis installé depuis 4 ans maintenant, où j'y ai plutôt un bureau atelier que je partage avec un studio de design graphique. Et voilà, je partage mon temps entre ces 2 ports d'attache et puis d'autres opportunités de projet à travers les 4 coins de la France, du Pays Basque à la Bretagne, à la Bourgogne. En tout cas, c'est ce qui m'a occupé et ce qui m'a habité pendant 7 à 8 années. Et maintenant, j'essaie de concentrer les efforts et l'attention sur ce territoire des Vosges du Nord où il y a, comme tu l'as dit dans le Grand Est, beaucoup à faire, beaucoup de structures, beaucoup de ressources matérielles, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources techniques, et puis un savoir-vivre autour de tout ça aussi. Merci Nicolas. Jérôme, il y a un point que vous avez tous les 4 en commun, c'est que vous avez beaucoup voyagé avant de poser vos valises là où vous êtes, chacun
chacun dans vos endroits respectifs. Toi, tu es arrivé à Saint-Amand-Montrond il y a 2-3 ans, c'est ça? Alors moi, j'ai connu Saint-Amand-Montrond il y a quelques années en arrière, déjà plus d'une dizaine d'années, et à un moment, il a été question de simplement poser ses bagages. Quand j'ai commencé ma carrière dans la soierie lyonnaise, les anciens soyeux lyonnais avaient beaucoup d'expressions en patois lyonnais qui s'est perdu. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui dit simplement « Tout le monde ne peut pas y être d'ici, il faut bien qu'il y en ait qui soient d'ailleurs ». Vous avez là toute la philosophie de l'ancien Lyon que j'aime tant, de ces métiers d'art que j'aime tant, et que j'ai aimé transporter avec moi. Donc en effet, moi j'ai beaucoup voyagé dans différents endroits que d'ailleurs vous avez évoqués. C'est assez amusant de voir comme les chemins se recroisent à différents moments. Et quand on a beaucoup voyagé et qu'on décide de s'arrêter quelque part, on se dit que finalement, pour arriver à avoir tous ces amis qui sont un peu partout et tous les endroits qu'on aime, parce qu'on a des habitudes un peu partout en France quand on a beaucoup bougé, eh bien, il fallait se mettre au milieu. Et Saint-Amand-Montrond, ce n'est pas très compliqué, c'est la ville la plus centrale de France. Maintenant, pour vous dire exactement où c'est, ça va être un petit peu compliqué et à la fois très simple, on est à l'angle de 4 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, déjà vous commencez à avoir une petite idée, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire. On est à peu près au maximum 30 km de ces 4 régions. Donc, pour aller plus vite, on est exactement entre Orléans et Clermont-Ferrand, entre Bourges et Montluçon si je me rapproche, et si je fais un est-ouest, on va avoir Moulins, Nevers, Châteauroux, on est au centre. Voilà. Et c'est traditionnellement ce que les gens finissent par nous dire à la fin, « Ah mais vous êtes au centre ?» Oui. On essaye de vous le dire depuis le début. Voilà. Alors, c'est très facile de venir chez nous. On a un train, la ligne de chemin de fer a été entièrement refaite, ce qui veut dire que c'est un gage d'avenir. On est à 3 heures de Paris porte à porte. On est à 3 heures de voiture aussi quand vous n'avez pas d'embouteillage sur le périphérique. Notre périphérique à nous va bien mieux que le vôtre, pour les Parisiens. C'est le village que vous avez tous imaginé à un moment ou à un autre. Un paysage de bocage. On est entre 150 et 200 mètres d'altitude, au maximum. Forêt de chênes, bocage, donc quelque chose qui est à dimension humaine. Alors, chez nous, le bocage s'appelle la bouchure. On est à l'angle de la Languedoc et de la Langue d'Oil. On est dans ce qu'on appelait autrefois le Bourbonnais, et pourtant aujourd'hui on a un pied dans le Cher et donc dans le Berry. On n'est pas très loin de chez Georges Sand, mais de tout un ensemble d'autres auteurs assez extraordinaires, parce que les personnes qui ont créé la nouvelle revue française chez Gallimard venaient de notre région aussi. Donc, vous voyez que c'est une terre qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et Saint-Amand-Montrond, tu m'as dit, on n'est pas à la campagne, on est en ville. Alors évidemment, c'est parfait pour cet échange qu'on a ce soir, parce que ça casse un peu les a priori. C'est pas parce qu'on n'est pas à Paris qu'on est forcément à la campagne. En quoi c'est une ville, Saint-Amand-Montrond, et en quoi les habitants de Saint-Amand-Montrond se considèrent, eux, comme des citadins, et pourquoi ils se comparent aux autres qui ne le seraient pas autour de chez eux? Alors, moi, je mettrais ça, mais ça n'est que mon opinion, sur les savoir-faire qui s'y sont développés. Comme on va l'avoir à Lavelanet, comme on va l'avoir à Castres, on est quand même en majorité d'Occitans, là, je tiens à le signaler, d'adoption ou qui en sont partis. À partir du moment où on a une activité manufacturière, on va vivre dans la ville et on va profiter de la ville. Et on va petit à petit se décrocher sensiblement de la campagne, du monde rural qui nous entoure. Alors, il y a toujours une famille, bien entendu, qui est assez proche, il y a quelquefois une maison, mais par contre, on va vivre et respirer, si j'ose dire, d'une manière plus urbaine. Donc on va s'éloigner de cette ruralité, alors que le paradoxe, on en parlera peut-être plus tard, c'est qu'aujourd'hui on est dans un des départements, et dans une partie de ce département, qui est considéré comme étant dans l'hyper-ruralité. Vous avez entendu parler autrefois de la diagonale du vide. Je pense qu'on va prouver ici que la diagonale est tout sauf vide, et que cette diagonale, ça fait bien plus longtemps que ce n'est plus une diagonale. Ce sont des territoires qui sont éparses, mais avec tout un ensemble de problématiques qui sont partagées, que ce soit en Haute-Corse, que ce soit dans les Alpes, certaines parties des Vosges d'ailleurs, ou les Ardennes par exemple. Et en effet, quand on a des métiers qui font qu'on reste sur ce territoire, eh bien, on appréhende une autre culture, qui est une culture, la plupart du temps, urbaine, très urbaine, à tel point qu'on peut oublier, on a quelques anecdotes assez amusantes ces dernières années, que la campagne est à nos portes. Et quelles sont les ressources qui ont permis au savoir-faire de Saint-Amand-Montrond de se développer? Quel est le point de départ de cette activité manufacturière? Comment ça s'est développé? Est-ce qu'il y a une date, un commencement? À Saint-Amand-Montrond, l'artisanat, c'est quelle date?
Je pense que si tu me posais la question à l'un d'entre nous, quel qu'il soit, on aurait beaucoup de mal à te répondre. On va parler de la richesse qui se trouve sur le terroir, la richesse qui se trouve sur le territoire. Cette richesse, elle est propre déjà à ce qui nous entoure. Ça va être les forêts. On va parler chez nous des chênes qui produisent également les mêmes tonneaux que chez vous. Ça va se croiser à un certain moment. On a de l'eau, on a une agriculture qui est riche, on a un paysage qui est agréable et surtout vivable. Donc évidemment, on va développer tout un ensemble de choses. Et puis il ne faut pas oublier, parce que là on va remonter très très loin, moi je vais vous parler des chemins du néolithique. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin pour essayer de répondre à ta question. Quand on parle de chemin au néolithique, on parle de migration, on parle de voyage, on parle de rencontres. Que ce soit pour se nourrir, pour échanger, puis aujourd'hui, par curiosité, la curiosité qui fait que vous viendrez un jour nous voir à Saint-Amand-Montrond. À partir du moment où les hommes se croisent et où les hommes se rencontrent, il se passe quelque chose. Je vous ai dit aussi qu'on était à la frontière aujourd'hui de départements, de régions anciennes, de régions de l'Ancien Régime. Et donc au-delà de ça, si on pouvait remonter encore plus loin, si on avait des traçabilités écrites, on vous dirait qu'on est toujours sur une coupure. Pas très très loin de Saint-Amand-Montrond, il y a un tout petit village qui s'appelle Ygrande. Le Y de Ygrande, là on est déjà dans l'Allier, je vous parle d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça va très vite, ce serait le partage des eaux, qui serait représenté de façon symbolique par ce Y. Vous voyez, la symbolique, elle est très intéressante en la matière. Et je pense que c'est toutes ces richesses croisées et cette capacité d'échange et cette capacité aussi de se véhiculer ailleurs. On en parlera un petit peu plus tard, mais quand on installe chez nous toute la partie joaillerie dont on va parler, puisque c'est une des richesses à proprement parler de Saint-Amand-Montrond, je parle du savoir-faire, je ne parle pas des métiers précieux, c'est le savoir-faire là qui nous importe, le geste et la transmission du geste. On s'installe à Saint-Amand-Montrond parce qu'on n'est pas loin de Paris. On est en 1860. Donc aujourd'hui, vous dites à un Parisien, on est à 3 heures et qui commence à lever un sourcil en vous disant « oulala, c'est un petit peu loin ». Alors on a eu beaucoup de Toulousains pendant nos dernières France Design Week, on a eu des gens d'ailleurs des Ardennes, on a eu des gens du Pays Basque, ce qui prouve qu'on est bien à la rencontre de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a créé les rencontres de Saint-Amand-Montrond d'ailleurs. Merci Jérôme. Olivia, les richesses du territoire en Ariège, elles sont nombreuses, mais tu m'as dit il y a d'autres paysages, il y a d'autres territoires bourrés de richesses. La Dordogne est magnifique. Tu as fait un détour par l'Amérique centrale également, c'est ça, Costa Rica et Mexique, où tu allais apprendre le tissage avec des artisans et des artisanes. Et pourtant, tu t'es fixé là, en Ariège, tu as posé tes valises là-bas. Qu'est-ce qui fait que ça s'est fait là-bas? Est-ce que c'est des richesses humaines? Est-ce que c'est des richesses, des ressources naturelles? Est-ce que c'est un peu un mélange de tout? Comment tu as décidé, toi qui es une grande voyageuse, de poser tes valises et d'arrêter le chemin pour un temps au moins en Ariège? Oui, je pense que c'est un mélange de tout ça, des rencontres humaines et de l'affinité avec un territoire. En tout cas, je ne sais pas si tout est palpable ou si on peut mettre des mots sur tout ça, mais il y a des atmosphères dans lesquelles on se sent plus ou moins à sa place. Je pense que c'est un peu le sujet. Et effectivement, l'Amérique latine, ça a été vraiment un voyage d'initiation textile où j'ai rencontré des teinturières, des teinturiers et aussi beaucoup de personnes autour du tissage, notamment du tissage à bras. Donc avec vraiment les métiers précolombiens. Et toute cette exploration, elle m'a fait poser la question de qu'est-ce qui... En fait, on se rend compte que les traditions là-bas sont quand même en partie en train de se perdre. Mais qu'est-ce qui reste chez nous en termes de tradition textile? Et, je trouve que ça soulève aussi des questions autour du rapport aux vêtements et à l'artisanat que nous on qualifie d'artisanat d'art, mais qui dans beaucoup de villages sont juste des pratiques domestiques et vivrières. Et ça m'a marqué de me rendre compte à quel point on passait du temps là-bas, dans ces cultures, à fabriquer le vêtement, à broder, à tisser chaque fibre, alors qu'on était quand même sur des modes de vie extrêmement sobres, avec beaucoup de villages sans électricité, etc. Alors que chez nous, on vit à 1000 à l'heure et que on a pourtant beaucoup plus de confort, j'entends, et pour autant, on n'a plus du tout ce temps consacré aux vêtements et à l'objet et à la fabrication. Donc, c'est un rapport qui est complètement décalé et ça a été très confrontant, en fait. Donc, pourquoi l'Ariège? Parce que j'avais une amie, Audrey, qui est une sorcière, une passionnée de plantes médicinales, et qui était à ce moment-là engagée dans un jardin de plantes médicinales qui s'appelle le jardin des Sortilèges, entre l'Ariège et la Haute-Garonne.
dans un petit village qui s'appelle Sangoigné. Et du coup, je l'ai rejointe là-bas parce qu'elle avait rencontré des teinturières. Donc voilà, il y avait des histoires de potions, de plantes et de couleurs. Et ça a été un coup de cœur avec cet endroit. Moi, j'étais beaucoup sur la route. Et il se trouve que l'Ariège, au printemps, dans ce coin-là, en tout cas, c'est très vert. C'est un peu la jungle. Et c'est vrai qu'en rentrant d'Amérique latine, qui est comme une zone tropicale, ça m'a fait vraiment écho à ce territoire de l'autre bout du monde. Et donc voilà, ça a été vraiment cette rencontre avec à la fois un paysage, à la fois une atmosphère. Il pleuvait beaucoup, c'était très vert, et puis voilà, il y avait tout ce bouillonnement autour de ce savoir-faire-là. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait quand même une culture assez engagée, assez subversive, où les gens aussi se débrouillent pour faire des merveilles avec pas grand-chose. Et c'était aussi des similitudes entre ces deux expériences, entre l'Amérique latine et l'Ariège. Donc ça a été vraiment le déclic. Voilà, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je crois que c'est là que j'ai envie de poser mes bagages, pour reprendre vos expressions. Voilà. Et tu es attaché à ce territoire, mais quand on a parlé de la thématique, tu m'as dit, mais en fait, concrètement, on travaille avec des moutons qui sont en local, mais on travaille aussi avec Castres-Mazamet, avec le Tarn, parfois même avec l'Espagne. Le territoire, il est à géométrie variable. Et tu as une phrase qui m'a beaucoup touché. Tu as dit, ce territoire, ce qui est important, c'est notre capacité à construire des relations de confiance, à échanger. Comment tu définirais plus en détail ce territoire que tu habites, que tu travailles, qui est finalement celui de l'aine paysanne, mais celui de cet environnement dans lequel tu vis? Il est limité ou délimité par quoi? Je dirais que c'est cette culture commune un peu, et ces concours de circonstances, des rencontres, toujours, parce que c'est vrai que cette aventure, elle aurait pu se vivre ailleurs, dans un territoire qui réunissait un peu les mêmes conditions de ressources naturelles, de transmission des savoir-faire encore vivantes, ou en tout cas avec une volonté de les faire renaître et d'aller les chercher, et de personnes qui se retrouvent autour de ça finalement. On est pile justement à la croisée entre territoire et savoir-faire, avec, je pense pour tout le monde, des humains et des humaines dedans, et pour notre part, il y a aussi des animaux. Et cette histoire du local en fait et du territoire, pour moi, elle est plus large que juste ce territoire. C'est aussi sa capacité à interagir avec d'autres territoires. Et nous, c'est un peu notre parti pris à l'aine paysanne. Quand on parle du local, on ne se limite pas forcément Made in France, même si on a une production qui est uniquement en France, mais qui pourrait faire lien avec l'Espagne parce qu'on est proche de l'Espagne. Et c'est plus de dire le local, c'est finalement quelque chose de l'ordre du bon sens paysan, puisque pour être transparent et avoir une pratique construite dans la confiance sur du long terme et qui est solide, ce qui est important, c'est la proximité et de pouvoir se rencontrer. Au-delà de juste de la labellisation Made in France ou de l'étiquette qu'on veut pouvoir amener autour de ça. C'est un peu casser ce truc qu'on nous rabâche à longueur de temps, bleu, blanc, rouge, c'est de dire si ça fait sens de travailler avec d'autres territoires, même frontaliers ou transfrontaliers. Peu importe, ce qui compte, ça va être la rencontre humaine et l'histoire d'un savoir-faire quelque part. Merci Olivia. Benoît, toi, ton territoire, c'est les Vosges, et c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de richesses humaines, où les interactions entre les professionnels du bois, mais pas que, sont nombreuses. Tu as retrouvé des amis et tu t'es fait des nouvelles relations. Comment ça se passe, les relations avec les autres entrepreneurs, les autres entreprises qui travaillent le bois? Est-ce que vous êtes plutôt dans un rapport de concurrence, plutôt dans un rapport de collaboration? Qu'est-ce qui fait le ciment, ou au contraire la dynamique des relations dans les Vosges? Alors, les Vosges, c'est un territoire qui est culturellement très orienté vers le bois, historiquement. Donc on a tous l'image d'Épinal de l'image d'Épinal, quelque part. En fait, l'image d'Épinal, on parle d'image d'Épinal, on ne sait pas forcément pourquoi. En fait, une image d'Épinal, c'est parce qu'il y avait les imprimeurs. Et les imprimeurs, ils utilisaient le bois pour faire des pochoirs pour imprimer. Donc on utilisait le bois. Il y a aussi énormément de gens il y avait des forges dans les Vosges pour utiliser le bois. Donc il y a cette culture du bois. Ce que j'ai voulu représenter un petit peu sur cette image, on a à la fois une très belle forêt dont j'ai pu déjà parler, on a à la fois des affûteurs qui sont très compétents, on a l'école d'ingénieurs où ici on voit une étudiante qui fait de la chimie du bois, et on a aussi une culture populaire avec un homme qui descend du bois avec une schlitt. Donc ça, c'est quelque chose des Hauts-de-Vosges qui est encore vivant actuellement, alors plus en tradition et pour faire le spectacle,
Mais on a cette culture dans les Vosges qui est tournée autour du bois. Et c'est pas rare de demander à un Vosgien qu'est-ce que tu as fait ce week-end. Il va répondre j'ai fait du bois. Je sais pas si ça vous parle, faire du bois pour les gens de la ville, mais ça veut dire couper le bois et le fendre pour préparer l'hiver. Donc cette culture est assez populaire et scientifique à la fois, et ça se retrouve aussi bien dans une conférence, quand on va se retrouver au bar ou quand on va se retrouver à l'école d'ingénieurs ou dans n'importe quel endroit, on va croiser des ingénieurs bois, on va croiser des gens qui ont un oncle menuisier, et tout ça, ça forme un tissu qui est quand même solide. Ce qui fait que quand l'année dernière, par exemple, j'ai eu une période de creux assez vertigineuse dans mon activité, j'ai pu appeler des entreprises qui sont dans le même secteur que moi pour leur demander du travail. Et ils ont pu me redonner du travail en passant par d'autres personnes. Enfin, c'est ça, entre autres, je pense, qui fait la cohésion du territoire et qui fait la cohésion humaine qui est intéressante. Et ce soutien se limite à la communauté du bois ou ça va au-delà Ça va au-delà, ça va bien au-delà. On a aussi une volonté, comme je disais, politique de revaloriser les Vosges, qui est un territoire qui est délaissé, entre autres, pas que, hein, mais du coup là ça va au-delà, donc on va se retrouver régulièrement avec d'autres entrepreneurs, d'autres industriels. On a par exemple Thomas Hurier qui fait les jeans 1083, qui a investi dans une usine textile dans les Vosges. C'est aussi une carte de textile, les Vosges. Donc on a des ponts qui existent entre différentes filières. Ouais. Et c'est facile d'aller à la rencontre des autres. Toi, tu viens pas des Vosges, tu aurais pu être considéré comme un étranger, non? Mais je pense que quand on a l'envie d'avancer, on se retrouve avec d'autres personnes qui ont l'envie d'avancer. Et ça se fait naturellement. Donc non, on n'a pas trop de difficultés avec ça. Merci Benoît. Nicolas, justement, transition parfaite, on parle des Vosges. Toi, tu es aussi responsable pédagogique du postmaster design des mondes forestiers. C'est à Meisenthal également. Encore une bonne raison d'aller dans les Vosges. Un petit peu à côté. Mais... Un petit peu à côté. Tu nous raconteras ça dans le détail. Et ce postmaster, il amène on les appelle comment, des résidents, des étudiants? Résidents. Oui. Il amène donc des résidents qui viennent des 4 coins de la France. Je crois même savoir qu'il y a un Américain et une Russe. Il les amène à Meisenthal pour travailler le design par le prisme du monde forestier et de ce territoire-là, de cet ancrage-là. Comment ils sont accueillis? Enfin, comment ça se passe d'ailleurs? Ils habitent où? Est-ce qu'ils sont dans le village? Est-ce qu'ils sont dans un hôtel particulier, dans une caravane? Ça se passe comment pour eux et comment ils ont été accueillis? Alors effectivement, ils sont 6, cette année 7 résidents de différentes disciplines, paysagisme, design, architecture, urbanisme et cinéma. Ils sont accueillis par la communauté de communes, par la collectivité locale, dans une maison qui leur est mise à disposition dans un village à Wolminster, qui est un village situé à 2 km de la frontière allemande. Donc on est vraiment dans un territoire assez particulier. Il faut imaginer, on est vraiment au nord-est du territoire français, au nord de Strasbourg, dans un massif forestier dont un tiers existe en France et les 2 tiers se prolongent en Allemagne. Et donc ils sont accueillis par la communauté de communes dans cette maison au cœur d'un village, face à l'église. Et donc c'est un poste de perméabilité stratégique, je dirais, parce que dès le premier jour, il y a une rencontre qui se fait avec les voisins, les voisines, les habitants aux alentours. Cette année, c'est la 2e promotion qui habite les lieux. Beaucoup d'a priori se sont déconstruits de la part des habitants de ce territoire la première année, en pensant que une armée de Parisiens designers venait poser un regard parachuté sur leur vie, ce qui parfois n'est pas faux. Par contre, ils se rendent bien compte que parmi les 6-7 résidents, certains viennent du sud-ouest de la France, d'autres de Provence, d'autres de Bretagne, certains d'Amérique ou de Russie, comme tu l'as dit. Et c'est un territoire qui, par rapport à d'autres territoires ruraux, je pense notamment aux territoires littoraux, n'a pas souffert d'une surtouristication, d'un surtourisme à une certaine période. Et donc, il n'y a pas tant cette crainte de l'étranger ou ce ras-le-bol
de la personne qui n'est pas du territoire et qui viendrait s'y installer de manière passagère. Au contraire, il y a un accueil qui se fait vraiment à bras ouverts, et c'est un des territoires parmi les 6 antennes de ce programme Dizaine des territoires, une des antennes qui est à ce titre la plus accueillante, en tout cas pour ce qui est des habitants. Et ça teinte énormément les projets, c'est-à-dire que beaucoup de projets sont tournés vraiment non pas que vers des institutions, vers des structures publiques, mais vraiment au service du bien commun, de la collectivité et au service du bien vivre du point de vue des habitants. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet pour qu'on comprenne bien de quoi il retourne? Alors le format du programme est assez expérimental, ce qui donne... Et en même temps, on arrive sur... Disons que chaque démarrage d'année arrive sans idée préconçue. Et c'est vraiment l'expérience du territoire au démarrage de l'année, couplée à une série de thématiques sur lesquelles on les invite à réfléchir, qui va faire émerger des problématiques et des registres de projets assez libres, assez ouverts et très pluriels. Et c'est ce qu'on encourage, c'est-à-dire que la forme de la réponse dépend de la manière dont est posée la question et dépend surtout de la façon dont cette question va entrer en résonance avec tel ou tel acteur du territoire, telle ou telle partie prenante du territoire. Et donc il y a des projets qui sont plutôt de l'ordre de l'activation temporaire. Ça va être une participation à la Nuit des forêts, par exemple, un festival national qui se tient tous les ans au mois de juin, à l'occasion de laquelle s'est tenue l'année passée une parade forestière qui a été préparée avec des collégiens et lycéens du territoire pour inventer une forme de réinventer, en tout cas reposer la question de ce que pourrait être une identité matérielle et immatérielle de ce territoire qui, à l'inverse de territoires voisins comme l'Alsace, on a du mal à se faire une idée de ce que pourrait être l'identité des Vosges du Nord, et donc on a travaillé là-dessus. Un autre travail a été plutôt de l'ordre de la programmation et du service, avec la mise en place d'un atelier d'initiation au métier du bois, un atelier mobile qui se déploie dans les collèges et lycées du territoire à vocation de sensibilisation sur les métiers, et qui se déploie à chaque format avec un artisan différent du territoire qui va animer cet atelier sur des métiers de la charpente, de la menuiserie, de la vannerie. Et puis, pour finir, l'année dernière, il y avait 6 résidents et 8 projets, donc tous de nature très différente. Et un autre projet a été le défrichage d'un verger communal avec une association habitante d'un village dont le verger public était en friche depuis 10 ans. Et donc ce verger a été défriché avec l'aide de l'association habitante et un dispositif modulaire qui peut autant prendre la forme d'une scénographie que de mobilier à usage divers et laisser à la libre disposition, au libre usage des habitants. Toi-même, tu partages ta vie entre Bruxelles et Meisenthal actuellement. Qu'est-ce que tu trouves à Meisenthal que tu ne trouves pas à Bruxelles et vice-versa d'une certaine manière? C'est une polarité qui me paraît hyper intéressante, en tout cas très fertile pour ma pratique, pour avoir un regard sur le monde qui soit pris entre concrètement deux mondes différents, deux manières de vivre et de penser notre inscription dans le réel, depuis cette capitale européenne et puis depuis le fond de la forêt. J'aime bien imaginer cette forêt comme une île un petit peu en marge du continent, parce qu'une fois qu'on pénètre dans cette forêt, on se sent vraiment... Alors cette forêt fait comme un tampon, j'ai l'impression d'avoir plus de temps à cet endroit-là, sans virer vers quelque chose vers une description très romantique, mais d'avoir plus de temps, d'avoir une attention particulière avec les personnes avec lesquelles j'échange, d'avoir plus de temps d'échange, plus de temps de réfléchir, de ne pas être pris dans un rythme qu'on nous impose, mais plutôt être pris dans un rythme qu'on peut se dicter à soi-même, qui va être pris dans des saisonnalités qu'on expérimente de manière très forte. C'est un atelier que je pratique beaucoup plus 6 mois à la belle saison que les 6 mois d'hiver, par exemple. Et donc je trouve à cet endroit-là déjà cette question de la temporalité
vis-à-vis de notre vie privée et du projet, et puis un réseau de collaborateurs, de fabricants. J'apprendrai rien à personne aujourd'hui si je dis que il y a des fabricants là où se trouve la matière première, et en l'occurrence là-bas, c'est le bois, le sable pour faire du verre, le minerai de fer pour la sidérurgie et les forges, de l'argile pour la faïence et la céramique. Et donc il y a tout un réseau d'acteurs qui restent malgré une forte désindustrialisation que connaissent tous les territoires, mais certains acteurs restent en place. Et donc c'est un vrai réseau de compétences, de savoir, certains très scientifiques, très académiques ou très conventionnels, et d'autres beaucoup plus populaires, beaucoup plus impalpables, des manières de faire, des manières de vivre et des manières surtout de tisser des liens, de rester en relation par une forme de pratique à un écosystème complexe. Et moi, c'est cette relation qui peut découler d'une pratique de loisir, d'une pratique professionnelle qui m'intéresse, de savoir comment on reste en prise avec un environnement complexe. Merci Nicolas. Jérôme Louis, on parle de savoir-faire, de territoire, de ressources. Quand on pense Saint-Amand-Montrond, on pense ville de l'or, ville de la joaillerie. On a l'impression que c'est une histoire éternelle. Est-ce que Saint-Amand-Montrond a toujours été la ville de l'or, la troisième ville à donner le poinçon or en France? C'est quelque chose d'immuable ou c'est une actualité plus récente? C'est quelque chose de récent dans l'histoire des hommes. Ça fait 150 ans que la joaillerie est arrivée à Saint-Amand-Montrond, et sûrement lié à des raisons, l'arrivée du chemin de fer et d'autres raisons politiques de l'époque. On venait de subir une défaite cuisante, Paris était occupé, donc il est évident qu'à ce moment-là, on va renforcer, si j'ose dire, dans l'arrière-pays, tout un ensemble de savoir-faire pour défendre et pour stabiliser l'économie du pays. Vous n'ignorez pas que Châteauroux, Bourges, un peu plus au sud, Limoges, Montluçon, on l'oublie trop souvent, mais Montluçon est une ville de forge extraordinaire, ont été et sont toujours des villes d'armement. Et quelque part aujourd'hui, quand on parle de cette industrie, on a au niveau de la précision du geste une grande capacité à retrouver la joaillerie. Et cette porosité, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle arrive aujourd'hui à l'époque de l'électronique, mais il y a quelque chose qui, philosophiquement, nous interroge sur le devenir de ces métiers d'art, leur passé et le devenir. Saint-Amand, ça a été d'abord une ville de décideurs. Et je pense que si on n'a pas des décideurs qui vont dans ce sens, la pérennité de toute chose est compromise. Saint-Amand, c'est la ville de Sully, et je suis heureux d'en parler. Montrond. Je suis heureux d'en parler puisqu'on est ici dans une manufacture nationale. La forteresse de Sully était la forteresse de Montrond. Quand Sully est parti, Colbert est arrivé. Autour de lui, bizarrement, on voit des grandes familles bien connues de l'histoire de France. Madame de Montespan vivait avec son château de famille dans la forêt de Meillan. La forêt de Meillan, c'est la plus grande forêt de chêne de France avec la forêt de Troncet. Meillan est au nord de Saint-Amand. Saint-Amand est au sud. Troncet est au sud. Et d'autres grands noms de l'histoire qui se sont positionnés ici. Un des plus immenses chantiers aussi, alors donc, pour revenir à Sully précédemment, les forges royales, bien entendu, qui s'implantent là-bas, les cartonneries, tout ce qui est autour de la forêt que vous avez déjà évoqué, de toute façon, on part des arbres, une manne extraordinaire, les forges, le fer. On se baisse, on ramasse un caillou, disent les anciens, c'est un morceau de fer. Donc il y a toute une histoire dans le Bourbonnais qui est extrêmement proche de celle qu'on va vous raconter si vous allez à Roubaix ou si vous allez dans d'autres villes. Roubaix, c'est le tissage. Le tissage aussi, l'art du geste, était présent chez nous dans la confection. On avait Pierre Cardin qui avait ses usines de confection, Chanel n'est pas très loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est intéressé à ce territoire parce qu'il y avait une minutie dans le geste. Et il y avait une capacité de travail qui était forte chez les gens qui se trouvaient là-bas. Si on se place dans le siège d'un entrepreneur, on s'aperçoit que c'est une capacité qui est très intéressante pour faire prospérer quelque manufacture que ce soit. Et après, il faut transmettre. Et cette transmission, elle s'est faite au travers d'une école chez nous, un lycée désormais Jean Guénaud, qui enseigne la joaillerie. De l'autre côté de la forêt de Troncet, dans le Bourbonnais, dans l'Allier, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a l'École nationale du verre et les forges de Moulins. Donc ces savoir-faire, ils rayonnent
il dénote une capacité et un engouement autour de certaines techniques, autour de certaines pratiques. Et je vais même vous étonner, alors c'est assez amusant pour moi parce qu'il y a presque une petite dizaine d'années, j'étais ici avec Marc Bayard dans la salle, puisqu'on parlait à l'époque du granit du Cidobre que je défendais, et le granit du Cidobre, c'est le grand porche de la Sagrada Famille à Barcelone. Aujourd'hui, si je vais à la Sagrada Famille à Barcelone, je vois le granit du Cidobre au premier étage, et tout en haut, il y a une immense étoile qui fait plus d'une dizaine de mètres de circonférence, de fer et de verre. Où a-t-elle été fabriquée? À Saint-Amand-Montrond. Donc, là, on peut s'interroger sur deux choses. La capacité à transmettre le geste, la capacité de ce geste à perdurer dans le temps, et on a eu énormément de questionnements qui se sont posés à l'époque de l'arrivée du numérique, des imprimantes 3D, des choses comme ça, on va tout perdre. Non, on ne perd pas, on transforme. Par contre, il faut avoir la volonté aussi de transposer ce geste et de continuer à prendre le geste initial. Ça, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on essaye de faire. Le geste initial d'abord et ensuite, on passe à autre chose. Donc, il y a une pérennité de ces choses-là et ensuite, en ce qui me concerne, l'arrivée à Saint-Amand-Montrond, c'était un choix personnel. Par contre, le fait d'y être resté, c'est la rencontre avec des élus locaux qui ont compris qu'à peu près 20% de la ville travaille encore autour des métiers d'art, une des plus grandes imprimeries d'Europe, ces forges qui existent, de la porcelaine de précision pour l'aérospatiale. On pourra en parler très longtemps. Vous penserez à nous tous les dimanches quand vous irez chercher vos gâteaux, puisque la boîte à gâteaux a été inventée dans les cartonneries de Saint-Amand-Montrond, qui était juste à côté dans la ville d'Orval. Voilà, ça, c'est un détail gourmand, mais ça va vous intéresser à ce qu'on a aujourd'hui. Là, en l'occurrence, l'idée de ces élus, c'était de refaire vivre tout ça. Et donc, ils m'ont questionné, Emmanuel Riotte, le maire, et Geoffroy Quentin, le vice-président de la communauté de communes au développement économique, puisqu'on parle bien de développement économique ici. Et ça, c'est important. J'insiste. Même si tout ça se base sur un aspect culturel, une base culturelle extrêmement forte. Et une des premières idées a été la mise en place, ce qui me paraissait logique, d'une résidence, puisque on a plaisir à accueillir. Comme on est au centre de la France, on a énormément de gens de passage. On ne peut pas dire qu'on est des touristes, bien que les touristes soient heureux. On a les premiers châteaux de la Loire qui sont à nos portes. Je vous ai parlé de Colbert, de Madame de Montespan. Les châteaux sont superbes. Pourquoi? Parce qu'on est sur la route de l'Italie, petite parenthèse. La route de l'Italie nous amène l'architecture et pour les plus gourmands, nous amène la praline. Voilà. Si vous suivez le chemin de la praline, vous arrivez à Saint-Amand-Montrond. D'habitude, on reste à cause de ça. Donc l'idée, c'était de faire venir aussi tout un ensemble de gens pour que rayonnent nos savoir-faire. Puisque nous, nos savoir-faire, c'était souvent des sous-traitants de maisons du luxe, c'était des petites entreprises. Difficile d'avoir une visibilité dans ces cas-là. On est tenu par différents positionnements. Donc on a invité des artisans d'art, des créateurs à s'exprimer chez nous avec les entreprises, avec les centres sociaux, avec les écoles et à créer. Et toutes ces créations, c'est les photos qu'on voit juste derrière nous, ont été présentées. On a eu la chance d'être invités au Salon Révélation, à la Biennale des métiers d'art qui a lieu au Grand Palais. On a aussi une Biennale des métiers d'art à Saint-Amand-Montrond le 4e week-end de septembre. Elle est agréable, venez nous rencontrer à ce moment-là. On voit sur les diapositives, sur les photos qui sont derrière moi, Salomé Cousseau, que vous avez exactement dans ma diagonale là-bas, qui se cache, mais qui est une créatrice de talent. Et Salomé travaille le bois et les pierres précieuses. Quand on est une ville au milieu des plus grandes forêts de chênes d'Europe et qu'en même temps on a des écoles qui travaillent la joaillerie et des entreprises qui travaillent la joaillerie, il est évident que la rencontre, à un moment ou à un autre, allait se faire. On a les mains de Karl Maslow, qui est à côté de Salomé Cousseau, voilà, qu'on a amené, lui, à travailler, alors qu'il est joaillier, on l'a amené à travailler le fer. Le petit amusement qu'on a dans ces résidences, c'est qu'on détourne un petit peu les capacités des uns et des autres et on les amène à aller voir autre chose. Traditionnellement, ça se passe bien. On n'a jamais forcé personne, je vous rassure. Mais du coup, on a des rencontres aussi auxquelles on ne s'attend pas forcément. On a un joaillier qui nous fait des miroirs en fer. On a une artisane qui sculpte, créatrice qui sculpte et qui incruste de pierreries, qui là travaille un ensemble d'or. Et puis, Samadi, qui a été créé donc, quand je suis arrivé, Saint-Amand-Montrond, métier d'art, design, innovation, c'est aussi le questionnement sur les matières de demain. Et les matières de demain, c'est ce que vous voyez sur le fauteuil, Gaspard Fleury-Dugy, créateur textile, qui lui s'interroge aussi sur tout ce qui est matériaux de récupération, de recyclage, etc. Puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle, nos ressources, et là c'est la grande question de demain, on a des savoir-faire, mais on a des ressources qui sont en train de
disparaître pour certaines, de muter pour d'autres, et comment ces gestes vont accueillir de nouveaux matériaux, de nouvelles pratiques, de nouveaux questionnements. Alors Jérôme, on va faire preuve d'un peu de suspense parce que je pense qu'on va réaborder ce sujet dans quelques minutes, la question des ressources. Mais avant ça, j'aimerais refaire un point avec Olivia sur la notion de territoire. Jérôme, tu as évoqué juste avant la volonté politique, la volonté entrepreneuriale. Toi, Olivia, tu es directrice et cofondatrice donc de l'Aine Paysanne, et je vais le lire, qui est une SCIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. C'est pas anodin, c'est un choix. Dans la discussion qu'on a eue préalablement, tu m'as dit l'Aine Paysanne, c'est pas juste une création de marque, c'est une volonté de faire un projet qui soit cohérent, globalement cohérent. On parle de politique avec un grand P, au sens noble du terme. Quel est ce projet en fait qui te tenait tellement à cœur que vous vous êtes mis dans des situations où tu me disais on n'avait même pas de compte en banque, on n'avait pas de plan de collection, on a commencé complètement à l'arrache. Il fallait vraiment y croire pour se lancer dans un projet comme ça. Avec quelle énergie on monte un projet et quelle conviction on monte un projet comme ça? Oui, effectivement, on peut se dire que c'est un propos qui énerve beaucoup, mais que tout est politique, c'est-à-dire que les choix qu'on fait, c'est pas pour rien. Et quand on a commencé, on s'est pas dit qu'on allait monter une marque, on s'est dit que il fallait valoriser cette laine. Tu parlais de ressources, de nouvelles ressources ou de nouvelles façons de les travailler. Nous, on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de technologie qui est mise au service de sauver le monde. Et on se dit que peut-être quand même la laine, qui est un matériau utilisé depuis le néolithique, les brebis existent parce qu'elles résultent en fait de la domestication du mouflon par les humains et les humaines afin de se vêtir et de s'abriter au départ. Ce sont des animaux qui sont utilisés donc pour leurs fibres et pour leur fumier. Aujourd'hui, on est sur un élevage viande et lait principalement en France, mais on se retrouve avec une laine qui aujourd'hui représente moins de 2% des fibres utilisées dans le monde, parce que nos habitudes vestimentaires reposent principalement sur le travail des matières comme le synthétique ou les fibres artificielles ou le coton OGM, avec toutes les limites que ça pose d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue social, puisque la plupart de nos vêtements sont fabriqués dans les pays d'Asie. C'est ce qu'on appelle, on va dire, de l'esclavage moderne. En vivant au sein de ce département très pastoral, en travaillant donc avec Paul Delatour qui est éleveur de brebis, il y avait quand même un gros questionnement sur qu'est-ce qu'on fait de cette matière, puisque 80-90% des laines françaises étaient exportées à ce moment-là. Depuis le Covid, c'est beaucoup moins parce que la Chine ne rachète plus, mais on se retrouve vraiment avec des éleveurs, des éleveuses de brebis qui ont cette laine sur les bras, qui ne savent plus quoi en faire. Voilà. Ça pose quand même une question fondamentale. Donc on fait un peu de provoque en disant qu'on fait de l'innovation en faisant des pulls en laine, parce que voilà, on n'a rien inventé, mais en fait retravailler cette ressource locale, c'est un vrai enjeu, parce que c'est une matière qui a été tellement abandonnée qu'aujourd'hui, quand on va dans une bergerie pour récolter une matière qui soit transformable industriellement et textilement parlant, on n'a plus la qualité nécessaire pour pouvoir le faire. C'est une laine qui passe plus dans les machines, qu'on ne sait plus travailler. Donc ça demande vraiment, je sais pas si je crois que je m'éloigne complètement de ta question, mais ça demande vraiment de recréer une histoire commune depuis les métiers de l'élevage, les métiers de la garde, parce que le métier de berger et bergère va aussi impacter l'état sanitaire d'un troupeau et donc la qualité de la laine. De communiquer avec des tondeurs, des tondresses, parce que la façon de tondre une brebis va avoir un impact sur l'utilisation de sa toison. On essaye de redonner une existence au métier de trieur et trieuse de laine, qui était un métier qui existait il y a encore 50 ans, mais qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui, puisque nos laines sont exportées pour être transformées à bas prix. Et que voilà, il y a aussi la question de la valeur de la main-d'œuvre en France, la valeur du travail.
Et après, toutes les étapes de transformation de la fibre, depuis le lavage jusqu'à la confection, en passant par la filature, le tricotage, le tissage, etc. Ça demande vraiment de réapprendre tous et toutes ensemble à travailler cette matière qu'on appelle les laines locales dans leur diversité, parce que dans les Pyrénées ou même en Ariège, on a quand même beaucoup de races de brebis qui sont des races rustiques. Nous, notre point de départ, c'est vraiment la matière. On s'est pas dit, je reboucle avec ta question, on s'est pas dit tiens on va monter une marque, comment on va faire pour le sourcing. Il y a 10 ans je connaissais pas ce mot, mais en tant que paysan et artisan, on est vraiment parti de la matière telle qu'elle était et on a exploré les possibles et des valorisations qui soient adaptées à ces types de fibres pour finalement les sublimer et retrouver leurs usages dans le quotidien, à la fois dans notre façon de nous habiller, mais à la fois dans nos habitats. Donc oui, on a démarré sans compétences ni sans connaissances, ni autour du montage d'une entreprise, que vraiment de connaissances dans le textile. Et une SKIC, ça fonctionne comment? Il y a 180 sociétaires, ça veut dire qu'il y a 180 points de vue différents qu'il faut réussir à concerter, il faut animer, c'est de la démocratie participative. Comment ça fonctionne de faire travailler ensemble dans la même direction des gens qui ont certes le mouton et la laine en commun, mais probablement beaucoup de diversité en tant qu'être humain, choix personnel. On ne s'est pas posé au départ, parce qu'au départ on était 2. Ce qui est déjà un collectif en ça. Au départ, on s'est monté en association parce que en fait, c'est un projet on appelle ça d'expérimentation territoriale. En fait, c'est un projet qui est très expérimental puisque on réapprend. Il n'y a pas de référence technico-économique sur tiens, je vais monter une coopérative de vêtements en laine. C'est quoi les chiffres? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, on est vraiment parti de zéro connaissance et c'est vraiment cette aventure collective qui a permis d'avancer. Donc toutes ces questions à la fois techniques sur les enjeux de la matière première, de la commercialisation, de la pédagogie, etc. Ces questions de comment est-ce qu'on va apprendre finalement à fonctionner en équipe, parce qu'il n'y avait pas de volonté. Aujourd'hui, on est 10 salariés au sein de la société coopérative. J'avais dit jamais. J'avais dit jamais, sauf que ça a été un projet qui a été très fédérateur parce que je pense qu'il a répondu à aussi beaucoup de volonté et de questionnement autour de la réappropriation des savoir-faire et de cette matière-là. Et en fait, plein de personnes sont arrivées, soit bénévolement, soit en contrat aidé à l'époque, quand ça existait encore, soit en service civique. En fait, on a tout bricolé pour pouvoir trouver des façons de se rémunérer pour expérimenter ensemble. Et en fait, le collectif et les personnes qui successivement sont arrivées aussi avec une vision et des savoir-faire et des envies, beaucoup de motivation et d'engagement, finalement se sont appropriés aussi ce projet et c'est devenu un projet collectif. Parce que c'est un projet d'intérêt collectif. On crée des pièces qui sont éthiques, qui sont très peu impactantes en termes de production. Enfin, on essaie d'aller vraiment au bout de ce qu'on peut faire en termes de vêtements écologiques. On n'utilise pas de colorants naturels, c'est que les couleurs naturelles des brebis. Tout est transformé hyper localement. C'est d'intérêt public, je dirais presque, de pouvoir proposer des vêtements sains. Donc ça a été un apprentissage à plein de niveaux différents. Après, on a une équipe qui est très engagée, on est sur une forme de gouvernance horizontale où les décisions elles sont concertées avec l'équipe. Et après, les sociétaires sont vraiment là pour... on est sur une structure qui n'est pas capitalistique, donc on ne peut pas faire travailler de l'argent. C'est vraiment une volonté aussi de s'opposer à un système dominant qui est néfaste à plein d'endroits. Et du coup, les sociétaires, ils sont vraiment là pour faire mouvement et pour finalement rejoindre un mouvement de société bien au-delà juste d'un pull en laine, quoi. Et vos clients, ils sont sensibles à cet ancrage-là ou c'est juste un élément dans le décor et puis ils achètent un pull parce qu'ils sont confortables et chauds? Alors, il faut savoir que la ligne des Pyrénées a la mauvaise réputation de gratter. Et ce n'est pas qu'une réputation. Donc, je pense que nos clientes sont des personnes qui sont touchées évidemment par l'esthétique des pièces, parce qu'on achète aussi des vêtements pour se faire plaisir. Mais je pense que la démarche, elle compte vraiment beaucoup. Il y a vraiment cette idée de redonner du sens à la façon de s'habiller. C'est pas juste porter un vêtement, c'est aussi porter des valeurs, c'est porter un choix de société pour nos territoires, pour des modes de production qu'on choisit. Je dirais qu'encore une fois, c'est politique. Merci Olivia. Benoît, même question en ce qui te concerne. Est-ce que tes clients, alors sans les citer, parce que tu es tenu par des accords de confidentialité, mais tu travailles avec des architectes d'intérieur, des designers, est-ce que
cet ancrage dans la plaine des Vosges, il a du sens pour eux ou c'est juste, encore une fois, un élément de décor, une information périphérique? Qu'est-ce que ça apporte dans votre relation? Je pense que dans notre univers du design, on est beaucoup dans des émotions. Et en fait, c'est assez, je pense, convaincant d'un point de vue commercial, pour être très pragmatique, de venir des Vosges parce qu'on a quelque part un gage d'authenticité. Je ne pense pas que ce soit complètement faux, mais c'est vrai que je joue là-dessus aussi moi-même pour justifier de certaines choses. Donc ouais, je pense que c'est important de le mettre en avant. C'est un argument qui est intéressant, ouais. Mais pour les deux côtés, c'est pas faux, c'est pas. Et toi, dans ton travail, qu'est-ce que ça change de passer tous les matins par la forêt, de la voir dans un coin de la fenêtre à l'atelier? Est-ce que ça apporte du sens à ce que tu fais ou est-ce que c'est un élément périphérique également? Alors oui, moi ça apporte beaucoup de sens à ce que je fais. Je pense que dans ma démarche, il y a un peu deux choses. C'est-à-dire que j'ai une démarche commerciale qui est avec des designers, avec des architectes d'intérieur, sur des projets qui sont plutôt très luxueux. Il faut dire que c'est là-dessus, c'est sur ces projets-là qu'on arrive à avoir l'argent de travailler du bois massif et de le faire correctement. Ça pose aussi des questions, parce qu'en fait, ça veut dire que tout le reste de la société ne peut pas en bénéficier. Et pourquoi? C'est justement parce qu'on a du mal à se payer un artisan. Donc, passer par la forêt, pour revenir à la question, pour moi, c'est aussi être proche de l'arbre, c'est aussi comprendre comment elle vit, et c'est une sensibilité à un arbre. Donc, quand j'ai amené cette table justement pour avoir une preuve, un exemple de mon propos, c'est une table, donc le bois du plateau, il a fait 2 km. Il vient de l'autre bout du village, c'est l'autre côté du village, le premier bout de forêt. Et c'était un bois qui était abandonné par l'ONF, en fait, parce qu'en fait c'est une fourche et ça passe pas dans les standards de l'industrie. Donc les standards de l'industrie, c'est ce que vous allez retrouver chez vous la plupart du temps, parce qu'il faut que ce soit bien fait et passé par des usines. Donc, je ne sais plus trop où on en était, mais voilà, oui, alors en tout cas, c'est un très vaste sujet. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis par rapport aux valeurs. Moi, j'ai des valeurs que je cherche, que j'ai envie de défendre, qui ne sont pas forcément faciles à défendre. Ce qui est sûr, c'est que c'est très inspirant et j'ai envie de faire perdurer un savoir-faire. Le faire perdurer nécessite de l'argent. Surtout si on veut le faire avec nos mains et que nous, on est sur comme le textile, on est sur un marché qui est international, qui passe facilement les frontières. Pour une petite table comme ça, c'est assez facile de la faire venir des pays de l'Est. Alors ça n'a pas forcément d'Asie, quoique, mais ça peut aussi venir du Portugal, d'Estonie ou quoi. Donc, ouais. Nicolas, toi, le territoire des Vosges et le bois, c'est un sujet que tu connais bien. Tu as mené une étude il y a quelques temps qui s'est traduite non pas par un rapport, mais par une exposition avec des objets, des visuels, des photos. Qu'est-ce que cette plongée dans les territoires vosgiens du bois t'a apporté et comment tu as compris les interactions entre le paysage, les ressources locales, les savoir-faire et évidemment les personnes? Comment ces interactions elles fonctionnent? Oui, donc j'ai été commandité par une collectivité locale, celle du pays de Bitche, donc dans ce petit massif des Vosges du Nord, pour mener une étude en tant que designer, ce qui est assez rare, qui consistait à faire un état des lieux de la filière du bois de ce territoire, un état des lieux de l'héritage vivant, donc quelle singularité pour cette forêt, pour ce massif forestier, un état des lieux de l'héritage technique développé face à cet héritage vivant, et puis un état des lieux de l'héritage culturel, matériel et immatériel. Et c'est une étude qu'on a menée avec un collègue, Adrien Bouillou-Cadabas, pendant 1 an, en disant qu'on n'allait pas se substituer à toutes les études scientifiques, tous les diagnostics techniques qui sont faits par les agents des parcs nationaux, de l'ONF, etc. Mais qu'on allait vraiment compléter cette dimension chiffrée par une dimension sensible et par une approche sensible de cet écosystème qu'on voulait à tout prix ne pas inscrire dans des carcans,
fermé, mais au contraire de voir toutes les interdépendances finalement entre les différents acteurs d'une filière, entre eux, du forestier aux fabricants de berceaux ou de cercueils, mais aussi des interdépendances entre un milieu vivant, un écosystème qui est donc biologique, qui est technique, qui est social, qui est historique, culturel, etc. Et quelle était la question, comment interagissent les cultures, les savoir-faire, les ressources, les territoires? Quelles conclusions tu tires de cette étude sur le bois dans le pays de Nice? C'était intéressant d'avoir cette mission à un moment où je commençais vraiment à m'interroger sur, en tant que designer, non pas réfléchir uniquement et intervenir uniquement à l'endroit où la matière prend la forme d'objets finis, mais aussi d'essayer de remonter en amont des filières et de comprendre finalement de quoi on participe quand on dessine telle forme qui va être produite par tel artisan ou tel industriel, de quoi on participe quand on choisit telle essence, est-ce que c'est une essence favorable sur le terrain du projet ou pas? Est-ce qu'on n'a peut-être pas plutôt intérêt à favoriser le hêtre parce qu'il est, en l'occurrence ici dans les Vosges du Nord, implanté en grande majorité, mais pas du tout valorisé localement. Il est exporté, jusqu'à récemment c'était l'Asie, aujourd'hui c'est le Maghreb. Et donc finalement, en faisant cette étude qui avait pour objectif de dresser un état des lieux assez objectif, finalement on se confronte à des problématiques centrales sur la valorisation d'une essence, sur le dépérissement d'une activité parce qu'il y a 50 ans, la désindustrialisation a déplacé ses activités en Europe de l'Est ou en Asie, et donc il y a des savoir-faire qui se perdent, et donc des maillons de la chaîne qui viennent à manquer. Et donc ce qui est intéressant, c'était de voir comment dans ces interdépendances, il y a une survivance, mais qui est très fragile aujourd'hui, d'une chaîne opératoire qui est peut-être à quelques années ou à quelques acteurs de ne plus pouvoir suivre. Et donc ça pose un décor qui est hautement politique aussi, parce que c'est des questions ultra complexes qui dépendent d'un territoire, mais qui dépendent beaucoup de la manière dont ce territoire va être mis en perspective politiquement du reste du monde, sur des questions d'export, d'import-export, de marché. En l'occurrence, sur ce territoire, 80% des arbres qui sont abattus sont aujourd'hui transformés à l'étranger. Dans le meilleur des cas, c'est l'Allemagne, et dans la plupart des cas, ça va être l'Asie, transformés parfois juste simplement pour être débités en parquet et revenir dans les magasins de bricolage avec un label PEFC, bois français, un bois qui fait le tour du monde. Et donc on se rend compte de ces problématiques qui sont tellement grosses qu'on ne sait pas trop comment se mobiliser vis-à-vis de ça. Et en tant que designer, ça remet un petit peu, ça nous force à un peu d'humilité et à nous poser la question de est-ce que c'est vraiment à l'endroit du produit qu'il s'agit toujours d'opérer, ou est-ce que si on souhaite mobiliser et restructurer, là en l'occurrence une filière, mais donc une organisation de compétences, une organisation de valeurs et de réseaux, de coopération à l'échelle d'un territoire, parfois il ne s'agit peut-être pas d'intervenir vraiment à l'endroit de la fabrication d'étagères ou de porte-manteaux comme c'est montré ici, mais peut-être à d'autres endroits de la filière, sur des questions de sensibilisation, de mise en visibilité de ces informations dont je parle là. Et donc, dès le départ, au moment de la commande de cette étude par la collectivité, j'y ai répondu à condition que le mode de restitution ne soit pas un énième dossier qui allait être mis dans un tiroir, mais que le mode de restitution serait une exposition, un format ouvert non seulement aux commanditaires comme un outil d'aide à la prise de décision politique, un format qui sera ouvert aux acteurs de la filière du bois et plus largement aux habitants de ce territoire et à ceux qui le traversent. On a eu la chance de pouvoir montrer cette exposition une première fois dans l'enceinte du site verrier du petit village de Neisenthal, et aujourd'hui elle a été déplacée pour être installée pour la période hivernale dans l'office du tourisme de la ville du canton. Et donc effectivement cette exposition, pour finir là-dessus, l'enjeu c'était de faire cohabiter des registres de contenu très disparates, donc
du texte technique, des images d'archives, des entretiens avec des acteurs, des photographies de cet héritage vivant, une étude sur les réalités techniques des entreprises qui sont encore existantes sur le territoire, les problématiques qu'elles ont à transmettre, etc. Et donc cohabitent des images, du texte, du son, de la vidéo, des objets, à travers un dispositif scénographique qui est composé d'une série de cadres qui sont ici structurés d'une manière modulaire pour définir des grandes parois, des grands supports de réception de ce contenu, mais qui existent aussi de manière indépendante, comme des cadres à images, comme des miroirs, comme des haut-parleurs, des armoires, des étagères, etc. Et l'occasion de cette exposition, c'était non seulement de faire transparaître l'étude, mais aussi qu'elle incarne finalement des sujets qu'on pouvait pointer du doigt dans le cadre de l'étude, à savoir utiliser du hêtre produit par une scierie locale, transformé par un ébéniste juste à côté, montrer qu'on pouvait aujourd'hui, avec les activités et les compétences en présence sur le territoire sans demander de l'investissement ou de l'élaboration de gestes autres, on pouvait produire du mobilier, alors qu'il n'y a plus aucune structure qui produit du mobilier sur le territoire. Donc c'était vraiment faire la preuve par l'exemple qu'il y a encore tout en place, pour peu qu'on sache regarder et qu'on sache travailler ensemble, pour produire ici du mobilier qui est devenu de la structure d'exposition de qualité à un prix très pas attractif, mais très démocratique. Merci Nicolas. J'ai remis justement ces questions de territoire. C'est un sujet que vous traitez, que tu as amené avec le projet de territoire à Saint-Amand-Montrond. Ce projet de territoire, il amène un créateur à s'interroger sur des pratiques, sur ses propres pratiques, mais en lien avec le territoire de Saint-Amand-Montrond. Quelle a été la volonté derrière le projet et quelles en sont les retombées, les livrables, si on peut dire? Alors, les projets de territoire, c'est quelque chose qui est en corollaire des résidences dont on vous a déjà parlé, et d'autres activités. Oh, tu peux revenir sur la précédente, voilà. Et d'autres activités qui nous rassemblent régulièrement, parce qu'il faut du festif. Tout ce dont vous avez évoqué préalablement, il y a de l'humain derrière. Et on est quand même dans des territoires, dans des terroirs où l'humain est extraordinairement important. Il est important partout, ici même ce soir par exemple. Mais vous voyez que dans les différentes opérations, on a des initiations pour les enfants. Les parents me détestent, je croise des papas qui me disent maintenant il a transformé la moitié du garage en atelier, il m'a fait acheter des scies, des clous, enfin voilà. C'est exactement ce qui est consubstantiel à tout ce qu'on fait. Transmettre le geste et donner l'envie d'aller vers ce geste. D'où les initiations pour les enfants dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les écoles de la ville, dans les centres sociaux de la ville. Ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Et puis après, on termine par de belles rencontres. Là, on a Lauriane Bonnier, qui est professeure aux arts décoratifs de Paris, qui est sous notre pyramide. Il fallait marquer le centre de la France, donc on a un centre de congrès, de rencontres et un théâtre dans cette pyramide, où au 4e week-end de septembre, on convie tout le monde à venir nous rencontrer et à découvrir à ce moment-là des restitutions. La restitution de la résidence, la restitution des projets de territoire, selon les années, il peut y en avoir plusieurs, plus ou moins, pardon. Et puis des moments festifs comme la France Design Week. On fait partie de l'association régionale Val-Essence au centre Val-de-Loire qui s'occupe de la France Design Week. Et les réseaux sont extrêmement importants. On est également ville et métiers d'art. Dans nos anciens maires, on a eu un des créateurs de cette association. Je salue Madame la directrice qui est ce soir avec nous d'ailleurs. Et on aime être porté et accompagné en cela. Un projet de territoire, c'est aller fouiner dans un atelier. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a un petit peu longtemps, on ne parlait pas de valorisation du patrimoine, on ne parlait pas de ce que vous faites aujourd'hui avec talent les uns et les autres, on n'avait pas mis des mots là-dessus. J'avais juste une citation en haut de mon CV d'un monsieur qui s'appelle Gaston Bachelard qui disait « Quand on donne aux objets l'amitié qui convient, on n'ouvre pas l'armoire sans frissonner un peu ». Inutile de vous dire que les DRH qui ont reçu mon CV ont fait des AVC et des attaques. C'était très difficilement entendable à cette époque-là. Pourtant, aujourd'hui, c'est notre quotidien. On ouvre les armoires, on ouvre les coffres.
on explique et surtout, on partage, on ne referme pas le coffre derrière nous. Les projets de territoire, c'est ça. Tu as un créateur, tu as un projet qui est quasiment abouti. Il s'avère que dans ce projet, il y a des parties de l'équation qui rentrent en coexistence, en connivence, avec des choses qu'on essaye de mettre en place sur le territoire. Donc tu es le bienvenu et on avance ensemble et on va créer quelque chose ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui va s'élaborer sur le territoire comme la résidence, si vous voulez. Quelles peuvent être les retombées économiques? C'est qu'une fois que ces objets ont été en effet prototypés, ensuite, il y a présentement l'objet en soi qui peut être présenté et qui peut être mis à la vente. Voilà, on va véritablement vers quelque chose de totalement inséré dans une démarche économique, bien entendu. Et ça nous permet également de réfléchir à des problématiques qui sont celles d'un territoire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos matériaux qui ne sont peut-être pas les plus exploités? Alors je rebondis parce qu'il y a Émilie Baudret de Babylone Mosaïque qui est avec nous ce soir, qui travaille sur la résidence de l'année prochaine et qui travaille sur les matériaux du territoire. Mais quand on vient à Saint-Amand où on vous a dit qu'il y avait une ancienne tradition autour de la bijouterie, on s'attend à voir de l'or, des diamants, des perles, etc. Je n'en sais rien. Non, nous d'abord on a des gestes et on a d'autres matériaux qui sont aussi la richesse de ce territoire. Et Émilie, dans son projet de mosaïque, il y a une partie des matériaux du territoire qui a été intégrée là où on ne les attend pas forcément et de la manière dont on ne les attend pas forcément. Et ensuite, il y a tout ce qui peut poser problème écologiquement parlant. Le projet de résidence de Maxime Bellonnet, il y a 2 ans, qui était présenté également au Salon Révélation, allait vers la déperdition de la strate forestière. On sait qu'aujourd'hui, nos forêts, malheureusement, ne sont pas très en point, en bon état, on va dire, sur les arbres qui se trouvaient présentement jusqu'ici. Je ne vous parle pas des nouvelles plantations avec des nouvelles espèces ou des nouvelles variétés qui sont en train de se mettre en place face au dérèglement climatique. Mais il y a des arbres qui nous tiennent à cœur. Un arbre qu'a planté votre arrière-grand-père, un arbre chez nous qui va être symbolique de la forêt que Colbert a plantée pour la Marine royale. On va vouloir conserver cet arbre. Et puis face à ça, on a des carrières avec lesquelles on a construit Saint-Amand-Montrond, bien sûr, mais aussi la cathédrale de Bourges particulièrement. Une très belle pierre blonde chez nous. Les premiers châteaux de la Loire également vont être construits avec cette pierre. Et vous savez que quand on scie de la pierre, c'est exactement quand on scie une planche, il y a de la poussière de pierre, et cette poussière de pierre, elle reste résiduelle. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si on la laisse comme le conseil aujourd'hui les textes, elle est dans un coin de la carrière, elle a été traitée, et puis à la première inondation, tout ça part dans la nappe phréatique, et vous tuez un cours d'eau. Maxime a inventé un process qui permet d'amalgamer cette pierre autour du végétal, de conserver le végétal, d'utiliser la poussière. Techniquement parlant, nous on a décidé de fossiliser d'une certaine manière pour le transmettre à ceux qui viendront après nous, un arbre qui était symbolique dans notre parc de ville, Montagnac, qui est un très beau jardin d'inspiration 18e. On avait un charme. On a voulu conserver ce charme. Vous savez que les baguettes de fées sont faites avec les charmes. Donc c'était important pour nous de transmettre un petit peu de cette magie aux générations qui viennent. Merci Jérôme. Alors on aborde la fin. Benoît, j'aimerais parler d'innovation avec toi aussi parce que souvent quand on pense à la ruralité, on pense à la tradition, on pense au terroir, un mot qui a fait débat entre nous et que je n'ai pas abordé ce soir finalement. Mais toi, tu abordes le travail du bois d'une manière très contemporaine puisque tu travailles avec des algorithmes, tu travailles avec des fraiseuses 5 axes, tu travailles également avec des savoir-faire traditionnels, mais tu hybrides tout ça et tu as un propos que je trouve assez intéressant. Tu me disais qu'il y a une espèce de terroir international, de communauté internationale de ces artisans numériques et que tu fais aussi bien partie de l'endroit où tu es physiquement que de cette communauté plus large avec qui tu partages des centres d'intérêt. Comment tu es arrivé à travailler le bois de cette manière-là et qu'est-ce que cette relation avec une communauté plus large t'apporte ? Je pense que dans ma démarche, dans ma recherche, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez personnel. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui est utile et à retenir du passé, et je pense qu'il y a des tas de choses qui ont été inventées depuis les queues d'arandes qu'on retrouve sur les sarcophages des pharaons et qu'on a encore à l'école Boulle, les étudiants en ont fait aujourd'hui pour faire des tiroirs.
Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui sont à garder du passé, mais on a aussi des choses qui sont intéressantes d'aujourd'hui. Et on est dans un siècle qui est en complète ébullition, avec tous les travers qu'on a pu relever sur les dernières questions. Et en fait, je pense aussi que sur ces travers, il y aura des choses très intéressantes à retenir dans le futur. Donc ma curiosité me pousse à aller chercher les outils, les différents outils dont j'ai entendu parler par l'intermédiaire, les algorithmes, là c'est du Grasshopper, donc c'est, je ne sais pas si ça parle à certains, c'est un workflow qu'on utilise en architecture à la base sur un logiciel qui s'appelle Rhino, et en fait c'est utile pour faire varier des géométries. Alors pas que des géométries, mais c'est pratique pour ça, et moi ça me permet d'aller explorer des géométries complexes, explorer des process qui sont innovants, automatiser certaines tâches qui vont être très répétitives. Ouais, ça c'est une des explorations. On peut aller sur du scan 3D, on peut aller sur de la sculpture numérique. Il y a beaucoup de choses. Et tout ça n'est pas en contradiction avec le travail du bois massif. Et tout ça n'est pas en contradiction. Je pense justement que il y a une recette qu'il va falloir retenir dans le futur et qu'il y aura certaines choses qui auront été idiotes et d'autres non, qui auront été intelligentes. Et comme je disais, c'est des choses... toutes ces recherches-là, on est quelques-uns en France à avoir un petit peu cette démarche. Et comme tu dis, on a des connexions qui peuvent être par les réseaux sociaux, entre autres. Et on va discuter. Moi, je suis allé en Bretagne faire un stage sur de la menuiserie traditionnelle japonaise avec un gars qui s'appelle Alfred Rambaud, qui est incroyable, qui est vraiment passionné par ça. Lui, c'est un geek du truc. Et puis, c'est hyper intéressant de pouvoir communiquer à distance là-dessus, quoi. Ouais. Donc, le terroir, ce n'est pas une limite géographique, Nicolas. Enfin, vous l'avez tous dit et répété, chacun à votre manière. Et d'ailleurs, toi, tu ne te limites pas au territoire des Vosges, puisque tu as travaillé avec de nombreuses manufactures à travers la France. Et notamment, toi aussi, tu es dans la recherche. Une recherche sur l'usage des savoir-faire, et je pense particulièrement en termes d'innovation au travail que tu as mené avec Jacques Némalin, donc en Côte d'Or cette fois-ci, à partir d'un savoir-faire local très utile, hein, puisqu'on est sur du manche d'outils de jardinage, de pelles, de pioches, et toi tu t'en as emparé pour en faire autre chose, en te posant la question de l'accessibilité, de la possibilité de démocratiser finalement la fabrication de ces objets-là. C'est aussi de l'innovation, c'est aussi de l'innovation ancrée dans un territoire au sens large du terme. Comment tu l'as abordé et quelles sont les solutions que tu entrevois à travers cette expérimentation qui a vocation à être une édition? Effectivement, on peut regarder l'innovation sous différents angles. Il y a en ruralité des innovations qui prennent des formes très techniques, très technologiques. Dans les Vosges du Nord, je suis voisin d'une entreprise qui fait de l'usinage sur métaux très précises pour faire de la machine-outil agricole. Et à côté, il va y avoir l'habitant qui, faisant son potager, sait comment réparer son manche de bêche avec la bonne branche dans le fil du bois, la bonne essence, le bon bois, etc. Et Jacques Némalin, l'entreprise qui fabrique ces manches d'outils, qui est présentée là sur les images, qui est installée en Bourgogne, en Côte d'Or, elle se situe un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'elle hérite d'une forme d'innovation par sélection naturelle, je dirais. C'est-à-dire que les manches qui produisent encore aujourd'hui sont héritées d'un siècle de petites adaptations, de petites améliorations qui font que ces manches aujourd'hui, on n'a presque rien à y ajouter ou à y enlever. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand moi j'ai la chance par le biais d'une résidence organisée par cette structure culturelle Arcade Design à la campagne en Côte d'Or, quand j'ai la chance de me retrouver dans les ateliers, plongé entre toutes ces palettes de bois rond tournés bien dans l'axe du fil, avec le hêtre savamment trié, le frêne que l'entreprise elle-même va chercher dans les forêts aux 50 km alentour. Qu'est-ce que je fais moi de cet héritage où en fait les formes sont extrêmement liées à un usage et à une cohérence de fabrication. Et donc chez eux, je vais
absolument pas réinventer le manche d'outils. Par contre, je vais me dire, mais tiens, ces objets et ces formes qui sont arrivés à une forme de quintessence, d'usage et de production, comment on peut les attribuer à d'autres usages à un moment où l'entreprise et le secteur auquel elle appartient fait face à la concurrence des produits concurrents plastiques et d'une mutation des réalités agricoles. On utilise plus en manche d'outils pour produire notre alimentation commune. Ce sont des machines agricoles dont on connaît bien le prix d'endettement, etc. Donc, c'est un marché dont on peut questionner la pérennité, celui du manche d'outils tourné en bois, mais pour autant, ils sont capables de produire des manches d'une grande qualité, pour les raisons que j'ai citées plus tôt, à un prix très démocratique. On peut estimer que une grande partie de la population est en mesure d'aller acheter un manche de marteau ou un manche de pelle au magasin de bricolage le plus proche, et ce sont leurs distributeurs. Et se poser la question de comment attribuer cette capacité de produire en série à partir d'une matière qui est savamment gérée, de l'usage qui soit un usage ici non pas pour l'extérieur, mais pour l'intérieur de la maison. Et donc, on a travaillé sur deux scénarios de projet, l'un étant de réagencer comme une forme de ready-made des formes et des segments d'objets préexistants, déjà produits par l'entreprise de manière standard, pour produire une série de porte-manteaux, de patères murales, à partir de cette poignée de bêches qu'on a peut-être pour beaucoup d'entre nous dans l'imaginaire collectif, et donc qui relie, sans que j'ai besoin d'en parler, à cette histoire, à cette filiation du manche d'outils, et puis sur un travail annexe qui était de travailler sur les machines de tournage qui ont plus de 50 ans, des machines assez archaïques, très simples, mais qui font un travail de qualité, sur finalement une perturbation où on a hacké le programme pour développer de nouveaux profils, des profils de cônes, donc des manches coniques qui vont venir s'assembler à des étages, des plateaux de bois, chacun percé d'un diamètre différent, et qui vont venir s'assembler simplement par la force de la gravité, avec un seul outil qu'on a tous qui est la main, sans vis, sans colle, sans autres éléments périphériques. Donc tout va être produit dans l'entreprise et suit finalement un assemblage évident, développé dans le monde paysan, qui est cet assemblage par butée de la tête d'outil en métal et son anneau qui vient s'arrêter sur l'extrémité du manche conique. Et donc, cette collaboration-là, dans ce cadre-là, et c'est quelque chose que j'essaie de porter dans mon travail au sens général, c'est de ne pas commencer à dessiner avant d'avoir compris la manière dont la matière va être travaillée dans un atelier spécifique. Une autre manchisterie aura d'autres outils, va travailler avec d'autres essences, etc. Et donc là, c'était vraiment l'idée de dessiner dans l'atelier, non pas avec mon crayon, mais avec les employés, avec les machines, en composant comme du collage des choses, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déplacement de savoir-faire, pas d'investissement nécessaire à faire coller la matière à une forme que je lui imposerais de l'extérieur. Et du coup, ça m'amène à des prix de production. On est sur chaque pied d'étagère au même prix de production qu'un manche d'outils. Et donc, ça devient très intéressant à produire, reproduire en petite série. Et à cet endroit-là, je trouve que c'est un très bel... Enfin, voilà, en tout cas, ça m'intéresse de continuer à travailler sur ce projet autour d'un équilibre entre l'impact d'une activité comme celle-ci sur un territoire biologique, dont elle a la maîtrise. Si cet acteur-là disparaît, ces mêmes bois seront exportés comme leurs voisins en Asie. Il y a des grandes chances. Un système biologique, un système technique, et puis un écosystème social, parce que cette entreprise embauche entre 20 et 30 employés, et donc fait vivre un petit vallon de Côte d'Or. Voilà. Merci Nicolas. Un rapide mot de la fin, Olivia. J'aimerais que tu nous dises pourquoi tout à l'heure tu parlais de faire des pulls en Ariège en disant en fait c'est une innovation, on est un peu provoque, mais tu le penses vraiment? Pourquoi c'est une innovation de refaire des pulls en laine en Made in France en Ariège en guise de conclusion? Ben, on l'a dit, en fait, c'est une matière ancestrale qui répond à des enjeux d'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est quand on recoupe un peu les témoignages, on est un peu sur des constats qui nous relient,
sur ce que les ressources et les matières premières viennent dire du monde dans lequel on vit. Et voilà, pour faire le lien, c'est vrai que entre le passé, l'avenir et puis la partie ancestrale et la partie innovation, faire un pull en ligne par exemple en technique intégrale, donc tricoter en une seule pièce, ça demande à la fois de savoir faire de la programmation informatique pointue, ça demande de savoir faire des vêtements en plusieurs dimensions et de faire du modélisme en fait. Et ça demande de savoir travailler des matières qui sont vivantes. Je crois que c'est ça en fait peut-être le cœur un peu de l'innovation, c'est qu'on est sur à la fois des technologies qui sont pointues ou des techniques qui sont pointues et des matières qui sont très vivantes et qui vont réagir différemment en tout cas dans l'exemple du pull, pour un même programme de machine à tricoter. Ce qui veut dire que si on fait un pull dans 4 coloris différents, donc des différents coloris des moutons qui viennent de différentes races, pour une même programmation, on va avoir les manches qui sortent de n'importe quelle taille. Et peut-être c'est ça un peu le cœur du sujet, en tout cas un des sujets au centre, c'est comment on arrive à composer et à créer, à être résilient et créatif avec ces matières qui sont vivantes et qui expriment tout ça, parce qu'une laine, elle va être différente pour un même troupeau en fonction des conditions sanitaires, du climat qu'il a fait, de s'il fait humide, plus ou moins humide dans la pièce, de si les moutons ont plus ou moins bien mangé. Enfin, en fait, il y a tout un tas de facteurs qu'on ne maîtrise pas, qui sont vraiment de l'ordre du vivant et de la saisonnalité, qui vont venir rencontrer cette technicité et cette programmation. Et c'est vrai qu'on dit souvent, quand on n'a plus un pull en stock et que il y a plein de clients qui attendent, qui veulent ce pull, et qu'on leur dit non, on n'a plus de fil de laine noire, et qu'en fait, si on veut avoir de la laine noire, il faut attendre la tonte de l'année suivante. Je peux pas appeler mon fournisseur, c'est les moutons en fait, mes fournisseurs. Et du coup, c'est aussi toute cette rééducation à la saisonnalité et à quelque chose de vivant. Je crois que c'est le lien au vivant finalement que ça raconte. Merci, un grand merci à tous les quatre. Merci d'avoir témoigné de toute la vivacité, de toute la créativité, de toute l'innovation dont vos territoires, vos terroirs, vos campagnes, votre ruralité témoignent. Je pense que le terme, il n'est pas figé. Il y a tellement de réalités, de diversités différentes dans vos témoignages qu'on a du mal à choisir un terme qui pourrait le résumer. Donc laissons ça ouvert. Encore un grand merci à tous les quatre. Merci à vous d'être venus nous écouter ce soir et à très bientôt pour la suite des rencontres des savoir-faire.